Captain Max, lancement du processus d'enregistrement. Go Ninja, go Ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre! Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous, c'est Max, et bienvenue dans cette chronique du Podmax Comics spécial Tortue Ninja, Reboot et Univers Alternatif. Avec dans un premier temps, un gros dossier sur les quelques problèmes de publication de iComics, que je vais tenter d'expliquer, puis la présentation de la nouvelle série Soft Reboot Tortue Ninja par Jason Aaron, ainsi que le comics Tortue Ninja The Last Ronin 2, Re-Evolution, qui est un univers futuriste alternatif avec une toute nouvelle génération de tortues, et que j'aime beaucoup, soit dit en passant. Et vous voyez, puisque les deux comics viennent de sortir, pour une fois, je suis dans les temps. Kawabunga! Alors je sais que certaines personnes sont très agacées par l'organisation des publications de chez iComics, aka Brajlon, aka Hachette. 1. Il manque des séries dans les intégrales, qui devaient pourtant tout contenir comme aux USA. 2. Ils ont fait un faux reboot avec les TMNT Reborn de Sophie Campbell, qui est en vérité simplement la continuité de la série précédente, puisque ce sont les issues 101 à 150 qui font directement suite au run de Waltz et Eastman. 3. En plus de ça, la publication de Reborn est très lente, à raison d'un tome tous les 5 à 8 mois, alors qu'avant c'était plutôt tous les 2 à 3 mois maximum. 4. Ils ont publié, il y a quelques semaines, la mini-série Karai, la destinée secrète du clan Foot, qui se trouve chronologiquement après l'issue 150, alors qu'on en est encore qu'à l'issue 123 en VF. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, ne lisez pas ce comics tant que les 4 ou 5 derniers tomes de Reborn ne sont pas sortis. Et 5, pour finir, là, ils viennent de publier le nouveau run de Jason Aaron sous le nom de TMNT tome 1 Retour à New York, alors que c'est chronologiquement après le run de Campbell et donc de Karai. Mais, pour faire l'avocat du diable, je pense pouvoir expliquer chacun de ces points problématiques. Cependant, il faut avoir en tête quelques éléments importants pour bien comprendre cette histoire de publication assez désastreuse. Premièrement, en France, les comics Tortue Ninja, ça a du mal à se vendre, malgré les fans très fans. Et en 2012 déjà, quand Soleil a tenté de publier la série TMNT d'IDW de 2011, ce fut un bide. C'est pourquoi la publication fut totalement stoppée après 4 tomes. La même chose que pour Ghostbusters, donc vous voyez que c'est pas très foufou au niveau des ventes de comics. iComics a alors repris le flambeau en 2018 avec des problèmes de publication indépendants de leur volonté, puisqu'ils n'ont pas eu le droit de reprendre la publication depuis le début de la série, mais ont dû continuer à la suite des publications de Soleil, et donc de publier un tome 1 qui était en vérité un tome 5. Déjà, pas facile comme début. Ensuite, iComics a publié tout un tas de comics Tortue Ninja, que ce soit la série principale ou même quelques mini-séries. Mais c'est vrai qu'avec les faibles ventes, à savoir en moyenne moins de 3000 numéros vendus pour chaque tome, ils n'ont pas pu publier certaines séries annexes, qui est fort dommage, j'en suis le premier désolé et attristé. C'est pourquoi j'étais assez content lorsqu'ils ont annoncé la nouvelle publication de la série en version intégrale avec toutes les séries, mini-séries, numéros spéciaux et compagnie. Alors je dis assez content, car lorsque tu as payé 19 tomes, voire plus, et que l'on t'annonce que tu vas devoir tout racheter en version intégrale pour avoir droit à quelques issues qui ne seront pas publiés autrement, ça fout un peu les boules, mais bon, on accepte, on avale la pilule. Le plus gros souci, c'est que leurs intégrales n'est au final pas si intégrale que ça. Puisque dans le tome 5, par exemple, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres exemples par la suite, le crossover avec les Ghostbusters fut supprimé du bouquin, juste avant l'impression. Mais ça, je m'en doutais depuis son annonce, puisque quelques années plus tôt, l'éditeur Ed Flamival m'avait confié devoir abandonner la publication de la série Ghostbusters en France à cause de problèmes de droits. En effet, en 2020, Sony n'a pas revendu les droits de publication de comics Ghostbusters à IDW Publishing, puisque Sony relançait la licence avec un nouveau film. C'est donc finalement Dark Horse qui a récupéré la licence en 2022 pour publier une série faisant suite au film Ghostbusters Afterlife. Et vu que Ed Flamival avait acheté les droits à IDW qui n'avait plus les droits de Sony, tout a été stoppé. Bon, du coup, je suis d'accord que iComics aurait pu s'en rendre compte avant de s'avancer sur l'ajout du crossover TMNT Ghostbusters dans leur intégrale, mais j'imagine que ça les a embêtés presque autant que nous, de devoir supprimer tout ça du tome 5. Par chance, de mon côté, j'ai la VF publiée chez Ed Flamival, justement, de l'époque, mais je suis quand même triste que le second crossover avec les chasseurs de fantômes ne verra sans doute jamais de version française. Triste.
Ensuite, concernant le run de Sophie Campbell, qui fut lancé comme une nouvelle série du nom de Reborn. C'est purement un moyen très habituel dans les comics pour tenter de relancer les ventes. Les gens qui veulent se lancer vont difficilement commencer par un tome numéroté 20. Et c'est compliqué de rattraper 19 tomes, déjà pour une raison de prix, mais aussi et surtout pour des questions de rupture de stock. Et vu que le tome 19 proposait la fin d'un énorme run de 100 issues, et que la série prenait une toute autre direction avec Sophie Campbell à l'écriture, on va dire que c'était plutôt légitime. Hein. C'est quelque chose qui se fait régulièrement dans les comics, et c'est vrai qu'en vrai, on peut lire les comics un peu dans n'importe quel ordre normalement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Bref. Ensuite, pourquoi est-ce que l'on est passé de 3 mois d'attente au double, voire le triple? Eh bien là encore, j'imagine que c'est simplement pour des raisons de chiffre de vente trop faibles. Même si, en vrai, je suis pas du tout sûr que le fait de devoir attendre des mois et des mois entre 2 tomes aide vraiment à revendre la série, mais bon. Bref, voilà encore une explication plausible, hein. Je travaille pas là-bas, je ne suis pas sponsorisé, je vous donne juste mon avis de gros fan de Tortue. Ensuite, on s'avance maintenant vers le cas le plus compliqué à défendre, à savoir la publication de la mini-série Karai, la destinée secrète du clan Foot, avant la fin du run de Sophie Campbell, qui est encore qu'au tome 4 sur 8 ou 9. En fait, je pense qu'encore une fois, c'est pour tenter de faire quelques ventes Tortue Ninja, pour justifier une rentrée d'argent auprès d'IDW, et donc pour continuer de publier la licence en France. Et oui, cette mini-série se vend 100 numéros sur le dos, donc plus facile à vendre, hein, comme l'avait fait l'histoire secrète du clan Foot, Shredder in Hell, etc. quelques années plus tôt, avec en plus la même équipe artistique, à savoir Eric Burnham et Mateusz Santoluco, illustrateur qui est d'ailleurs énormément apprécié par les fans des Tortues Ninja. De plus, cette mini-série se déroule juste avant le soft reboot par Jason Aaron, donc j'imagine qu'ils se sont dit c'est pas grave, ceux qui ne lisent pas Tortue Ninja Reborn vont pouvoir le lire. Sauf que c'est un peu la merde pour ceux qui sont fidèles à la publication des Tortues Ninja chez iComics et qui continuent de se coltiner le run de Campbell malgré l'écriture catastrophique de la scénariste. Donc si vous sautez sur la mini-série Karai sans vous être renseigné auparavant, vous allez être spoilé de 25 chapitres dès les premières pages. Merci iComics, là je ne peux pas les défendre, c'est compliqué. Et dernier point à aborder, la publication du fameux soft reboot de Jason Aaron, publié avant la fin de la série précédente. En effet, ce Tortue Ninja tome 1, Retour à New York, fait suite à la conclusion du run de Campbell dans le numéro 150 de la série de 2011. Mais l'idée d'un nouveau numéro 1 n'est cette fois-ci pas de iComics, mais bien d'IDW, puisque cette série est bien aussi un tome 1 aux USA. Mais pour l'avoir lu sans connaître les 26 derniers chapitres, ni même avoir lu la mini-série sur Karai, je suis pas fou, je vais éviter de me spoiler, je ne fus pas perdu du tout. Et c'était même un énorme vent de fraîcheur après l'étouffant Reborn de Sophie Campbell. Alors oui, je suis tellement fan des Tortues Ninja que je suis prêt à accepter pas mal de soucis de publication si, au final, je continue d'avoir ma dose de Reptile Ninja. Mais je pense que c'est vraiment plus compliqué que ça en a l'air de publier de la Tortue Ninja en France. Donc je ne peux que saluer quand même l'effort de guerre d'iComics et de Vestron de nous proposer de la tortue. Mais surtout, je ne vous aurais pas fait tout ce pataquès en amont si ce soft reboot n'avait pas été exceptionnel. Déjà, c'est une véritable porte d'entrée pour lire du Tortue Ninja, et en plus de ça, c'est vraiment du très bon. J'ai failli faire une Mills et avoir les larmes aux yeux lors de ma lecture de ce comics, hein, tant j'étais heureux de pouvoir enfin, à nouveau, relire du très bon comics Tortue Ninja. Merci Sophie. D'ailleurs, si vous voulez m'entendre souffrir en parlant de son run, je vous invite à écouter le Podmax numéro 9, hein, où je dis tout ce que je pense de madame. Ensuite, même si j'ai bien l'intention de lire son run jusqu'au bout, j'étais bien content de pouvoir passer à la nouvelle série par Jason Aaron. Et franchement, ce fut une belle surprise. Dès le premier chapitre, on comprend tout de suite que l'auteur va faire un retour aux sources avec un profond respect de l'univers des 4 frères tortues. Tout le comics est à des kilomètres de ce que proposait la fin de la série précédente. On revient à quelque chose de plus mature, plus violent, plus sombre, plus prenant, et surtout, qui se recentre enfin sur la fratrie de tortues. L'histoire commence alors que les 4 ninjas sont séparés depuis des mois, suite à des conflits internes du clan Hamato-yoshi. Et pour que ce soit clair pour tout le monde, en plus de proposer une parfaite caractérisation, présentation et profondeur de ses personnages, Aaron a décidé de consacrer un épisode par tortue, avec à chaque fois un nouvel illustrateur pour des dessins qui servent parfaitement le récit. Le premier chapitre nous présente alors un Donatello terriblement amaigri, qui survit tant bien que mal dans un zoo pour mutants. Il est alors obligé de servir de punching ball à des gens prêts à payer très cher pour défouler leur soif de violence gratuite envers de pauvres êtres innocents. Donnie sacrifie alors sa santé physique et mentale pour protéger les autres mutants.
Un épisode débordant d'émotions et d'action, magnifiquement illustré par un Chris Burnham proposant un dessin brut, sombre et inquiétant qui s'allie parfaitement avec le récit. Ensuite, on passe au chapitre 2, consacré cette fois-ci à Raphaël, mon petit préféré, qui est lui aussi enfermé, mais dans une vraie prison, pour le coup. Et pour quelques faveurs, il aide le chef du pénitencier à limiter la violence et la corruption au sein de l'établissement. Joel Jones, le dessinateur, propose ici un visuel beaucoup plus mainstream, avec un accent porté principalement sur l'action, avec des mises en scène dynamiques et des affrontements qui laissent ressentir toute la puissance et la colère de Raph. Troisième chapitre, qui est bien plus lumineux et brillant que les deux précédents, puisqu'il nous présente un Michelangelo devenu une star du cinéma d'action japonais. Ça explose de couleurs très contrastées, d'effets de lumière et de reflets pour éblouir le lecteur, à la manière de Mikey, qui est totalement dans le déni et aveuglé par sa nouvelle vie d'étoile montante de Tokyo. Et enfin, l'issue numéro 4 se focalise sur Leonardo, qui est en quête de sens et de rédemption, avec une histoire de tortue dévoreuse de corps humains, etc. Bref, dit comme ça, c'est bizarre, mais je vous assure que c'est très intéressant. Et visuellement, Cliff Chiang réussit à brio à jouer sur le contraste entre la douceur et la sérénité des illustrations, avec l'intensité et la violence du récit. Chapeau l'artiste. Chaque numéro prend donc le temps de poser l'identité des personnages, et ça fonctionne parfaitement. On retrouve le lien fraternel, qui reste le cœur de la série, mais avec des enjeux plus complexes, plus adultes, plus proches de ce que proposaient Eastman et Waltz lors du reboot de 2011. Et je ne vais pas vous spoiler les 2 derniers chapitres de cet assez gros volume de 176 pages, mais je vous garantis que vous ne serez pas déçus, puisqu'il nous propose tout ce que l'on aime avec l'univers des tortues. De l'action à gogo, bien évidemment, mais jamais au détriment du développement des personnages. Donc pour conclure, ce run de Jason Aaron est une excellente porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs, mais aussi une véritable renaissance pour les fans qui en avaient assez des récits trop éloignés de l'esprit originel. Après le run très critiqué de Sophie Campbell, Aaron offre enfin ce que l'on espérait, un retour aux fondamentaux. Plus mature, plus violent et surtout plus fidèle à l'âme des Tortues Ninja. Un vrai coup de cœur qui redonne envie de suivre les aventures de la fratrie, même si j'ai jamais perdu cette envie. Mais là j'ai encore plus envie pour le coup. Donc si vous voulez vous procurer ce Tortue Ninja tome 1 Retour à New York, n'oubliez pas que vous pouvez directement cliquer sur le lien en description ou dans l'article sur Substack pour le retrouver directement chez les amis de Comics Zone, une librairie indépendante. Car en plus de les soutenir, vous me soutiendrez, puisque pour chaque clic et chaque commande, je perçois un petit pourboire. Et en tapant le code MAX, M-A-K-S, vous obtiendrez un marque-page Captain Max ainsi qu'un Ex Libris Spawn. Mais maintenant que j'ai terminé ma quête, il est grand temps de ne plus parler du présent, mais d'aller vers l'avant avec un futur alternatif qui est celui de The Last Ronin 2 Re-Evolution. Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin 2 Re-Evolution vient tout juste de sortir chez iComics, avec un très beau format, comme il l'avait fait pour The Last Ronin et The Lost Years. Ce gros bébé de 224 pages, au prix de 29,95 €, contient la série au complet, avec les 5 issues d'une quarantaine de pages, ainsi qu'une vingtaine de couvertures bonus à la fin, et d'une sympathique introduction par Stan Sakai, le papa de Usagi Yojimbo, pour fêter les 40 ans des tortues et de son lapin. Mais avant de vous parler de The Last Ronin 2 Re-Evolution, un petit rappel s'impose pour ceux qui n'ont pas connaissance des 2 premières séries de cet univers de The Last Ronin, qui est un futur alternatif des tortues. En 2020, les scénaristes Kevin Eastman, co-créateur des Tortues Ninja, et Tom Waltz, co-scénariste des 100 premiers numéros de la série Tortues Ninja de 2011, ont enfin concrétisé un projet né en 1987 par Eastman et Laird, The Last Ronin. Inspiré par des récits dystopiques comme The Dark Knight Returns, ce one-shot tragique et intense réinvente l'univers des tortues dans un New York post-apocalyptique où le clan Foot règne en maître après avoir exterminé le clan d'Amato Yoshi. Seul survivant, une tortue solitaire hantée par ses frères disparus et bien déterminée à venger sa famille. Cette mini-série en 5 chapitres, publiée en France par iComics évidemment, est devenue un monument des comics. Son succès a poussé les auteurs à laisser une fin ouverte à la série, permettant la naissance de The Last Ronin Lost Years, puis par la suite à Last Ronin 2 Re-Evolution. Lost Year, lui, est un prélude et une suite, puisqu'il explore 2 époques. Le passé, avec le parcours du Ronin, avant sa quête de vengeance, avec son entraînement, ses rencontres et son deuil, et en parallèle, le futur, avec l'apparition de 4 nouvelles tortues, Uno, Odin, Moja et Yi, aux personnalités et origines radicalement différentes de leurs aînés. Ces nouveaux héros, entraînés par April et sa fille, Mareka Z. Jones, apportent un souffle frais à la licence, à la manière un peu de Sean Murphy avec son Batman White Knight.
Vous vous doutez bien que l'ajout de ces nouvelles tortues avait pour but de lancer une nouvelle série par la suite, consacrée cette fois-ci uniquement aux héritières de Raph, Donnie, Mikey et Léo. Re-Evolution propose donc les aventures de ces 4 nouvelles tortues, afin de nous les présenter de manière bien plus approfondie, mais aussi d'étendre cet univers alternatif, tout en proposant quelque chose de différent de la série principale, tout en gardant les thématiques essentielles à cette licence. Comme je vous le disais dans le Podmax épisode 8 100% Tortue Ninja, j'avais beaucoup apprécié les nouvelles tortues présentées dans Lost Years. Du moins, sur le peu que l'on savait sur ces dernières, puisque du côté du scénario, on n'a vu quasiment rien, donc je savais pas encore trop à quoi m'attendre. Mais j'avais déjà très hâte de les découvrir dans leur série, et c'est chose faite. Mais du coup, qu'est-ce que nous raconte ce comics? Eh bien, plus de 10 ans ont passé depuis les événements de The Last Ronin. Bien que le clan Foot a été battu, la ville de New York est une nouvelle fois au bord de l'apocalypse, alors que ses rues sont ravagées par les guerres de gangs. April O'Neil et sa fille mènent la résistance pour protéger les innocents. Face à la montée du danger, il devient clair qu'elles vont devoir faire appel aux 4 tortues que Kazemari a recueillies des années plus tôt, et qui ont désormais bien grandi. Uno, Moja, Odin et Yi sont prêtes à se battre, et vont découvrir qu'elles possèdent des capacités stupéfiantes, qui font des Tortues Ninja des héros comme jamais New York n'en a vu. L'intrigue principale se concentre donc sur les tentatives de Kazemari et des jeunes tortues pour instaurer l'ordre et l'espoir dans cette ville en ruine, alors qu'une chose terrible se prépare dans l'ombre. Les nouveaux héros, encore inexpérimentés, doivent apprendre à travailler ensemble et à survivre dans un tout nouveau monde à la surface. La série explore également des tomes comme le fardeau de l'héritage, le changement de génération et la lutte pour trouver sa propre identité, surtout quand on vit dans l'ombre de légendes. Les nouvelles tortues doivent affronter des menaces inédites, loin des ennemis d'antan, ce qui rend le récit assez peu prévisible, même pour les fans. C'est une histoire de renaissance et de reconstruction, montrant que même après la chute de héros, de nouveaux peuvent s'élever pour prendre leur place et continuer le combat. Et tout ça est très bien illustré, surtout lors des changements de ton et de rythme assez audacieux et inattendus. Si le récit est avant tout un comics d'action pur et dur, il n'hésite pas à marquer des pauses pour offrir de longs dialogues où les personnages prennent le temps d'expliquer, de transmettre des récits du passé, ou même d'exprimer leurs émotions. Ces respirations donnent une profondeur supplémentaire en renforçant les liens entre les protagonistes et en ancrant l'histoire dans quelque chose de plus humain. Côté dessin, c'est très beau, dans la droite lignée de The Last Ronin, avec cependant beaucoup plus de double pages, ce qui change un peu mes habitudes, mais c'est très bien fait, donc aucun problème de lecture. Alors, est-ce que Re-Evolution est à la hauteur du premier Last Ronin? À mon avis, oui, et il apporte même plus de matière à l'univers des tortues. Là où le premier opus était un what if, sous forme de tragédie centrée sur la vengeance, Re-Evolution élargit l'horizon. C'est une histoire de reconstruction, de transmission et de lutte contre un système oppressif. On trouve l'ADN des Tortues Ninja, avec la fraternité, l'humour noir et l'action débridée, mais avec une maturité qui rappelle les meilleurs arcs des Tortues Ninja version IDW. Donc, si les fans de l'esprit des Tortues des années 80 veulent se lancer dans cette série, qui ne dure pas 150 numéros, lancez-vous sur Last Ronin avant, évidemment, puis Lost Year, et enfin ce Re-Evolution, puisque vous y retrouverez tout ce que vous aimez à l'époque, avec un ton plus mature, puisque bien évidemment, comme vous, la licence des Tortues a bien grandi. D'ailleurs, quand vous aurez lu Re-Evolution, j'espère du moins que ce sera le cas pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à me redire ce que vous avez pensé des nouvelles tortues, et laquelle est votre préférée. Pour ma part, mon top 4 a un petit peu changé depuis Lost Years, car je n'avais pas totalement saisi ni même imaginé la psychologie des personnages, et surtout de leur place au sein du groupe. Ok. Eh bien voilà, c'est la fin de cette chronique spéciale Tortue Ninja, reboot et univers alternatif. J'espère que cet épisode encore 100% Tortue Ninja vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez comment faire pour me soutenir. Alors lisez des comics, lisez de la tortue, supportez vos libraires et vos créateurs préférés, et surtout, à très bientôt, Terrien. Fin de l'enregistrement.